Allô, bonjour. Je suis super nerveuse en fait, mais je fais confiance à votre bienveillance. Puis il n'y a aucune conséquence if I fuck this up. Ça fait que je suis correcte. Puis c'est ça, Emmanuel, le co-créateur du podcast, qui ne pouvait pas venir, il doit se mettre en quarantaine. Et il me dit be like, not Jeff Goldblum, but be like Bill Murray. He just shows up and he's cool, you know, like just show up, you're cool, like be like Bill Murray. Donc c'est ça. Donc je suis ici pour, j'ai été invitée par Diana pour parler du thème invisible. Donc invisible, c'est un mot auquel je réfléchis depuis longtemps, en fait. C'est un mot qui est en moi, Puis, je vais vous lire un poème que j'avais écrit en 2020 qui s'appelle « Survival through Invisibility ». Donc, je pensais, en fait, que quand Diana m'avait invitée, qu'elle m'avait un peu stalké, sur mes réseaux sociaux, sur Medium, puis tout ça, mais en fin de compte, tu connaissais pas le poème. Survival Through Invisibility, a poem about being a child of war survivors and growing up in Canada. Our parents were conditioned to be invisible. Speak too loud, get shot. Look beautiful, get raped. Different, you're dead. We were conditioned to be invisible. In public, touch nothing, bother no one. At home, I'm too tired and stressed to be bothered by you. When visiting someone, wait quietly, be polite. Work hard, don't speak up, ask for nothing, we don't matter to them. Society says, you don't resemble us, you are not invisible, this does not work here. Donc, c'est ça, j'avais écrit ce poème-là, c'est ça, durant la première quarantaine du COVID, donc en 2020, il y avait une montée des actes racistes envers les communautés d'Asie de l'Est. Donc c'est ça. C'était un poème qui m'était sorti comme ça, puis j'avais écrit. En fait, j'ai commencé à penser, en fait, en septembre 2019, donc avant la première quarantaine, j'ai commencé à réfléchir à c'était quoi mon rôle en tant que personne d'origine asiatique quand même établie dans mon milieu. Ça fait 10 ans que je travaille en cinéma puis en télé. Je suis presque toujours la seule minorité visible. Je commence à en avoir un peu plus spécifiquement cette année, qui sont très, très jeunes en fait, qui sont dans les début vingtaine. Puis je me disais, bon, maintenant que ma carrière est établie, je suis à l'aise de... Je peux travailler quand je veux travailler. Quand j'ai envie de prendre congé, je prends congé. Je refuse des contrats, sachant que quand je serai prête... Je suis assez confiante dans ma carrière. Puis je suis pas carriériste non plus, donc je suis pas, ça me dérange pas de disparaître pendant 6 mois puis de revenir. Je me suis dit, bon, c'est quoi mon rôle, en fait? Comment je peux aider d'autres personnes à percer dans des domaines créatifs d'une façon qui est moins difficile, que quand moi je l'ai faite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à faire des recherches sur des gens créatifs qui étaient créateurs ou artistes de profession. Puis j'ai commencé à contacter des gens, puis je suis allée prendre des cafés avec eux ou juste avoir des discussions. Puis j'ai commencé à faire plus de recherches, écouter des podcasts, lire du contenu sur Internet, puis tout ça. Puis quelqu'un m'avait dit, il y a des soft skills qu'on n'a pas nécessairement, tu sais. Puis, autre qu'on peut bien parler des problèmes de discrimination, des problèmes systémiques, mais je me suis dit, je sais qu'il y a des choses que j'ai tendance à faire ou qu'on a tendance à faire en tant que gens d'origine asiatique qui nous mettent pas en valeur ou qui nous amènent pas vers un certain succès. Puis quand je parle de succès, c'est pas nécessairement... C'est sûr que je parle d'argent, parce que je pense que l'argent amène pas le bonheur, mais amène du confort. Fait que je peux payer des rendez-vous chez l'ostéopathe à mes parents qui n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que, donc, il y a un gros
confort qui vient de l'argent. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi un des trucs qu'on fait pas? Puis j'ai réalisé que c'était qu'on ne prend pas beaucoup de place. Donc, ça s'inscrit dans des milieux de travail, ça s'inscrit même dans les luttes antiracistes. Donc, après ça, ben, je réfléchissais à ça, mais par rapport à moi, puis j'avais cette discussion-là avec des gens que je rencontrais sur le fait qu'on avait beaucoup tendance à minimiser les choses qu'on avait, l'expérience qu'on avait, les choses qu'on accomplissait, puis une genre d'humilité un peu exagérée. Puis en fin de compte, quand la première quarantaine a commencé, tout le monde était libre. Puis j'ai fini par avoir une liste de plein de gens d'origine asiatique à qui je voulais parler. Donc j'ai fini par avoir plein de conversations avec des gens. Puis un de mes amis qui est un activiste à Montréal dans la communauté afrodescendante, à qui je parlais vraiment juste comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis je lui disais que j'étais en train de rencontrer plein de gens sur Zoom. Puis il me dit pourquoi tu fais pas un podcast, Laura? Je vais pas faire un podcast. Il fait, c'est super facile à faire, tout le monde est en train d'en faire. J'ai appris plein de trucs en te parlant, j'avais aucune idée. Puis, t'as une belle voix, vas-y, fais un podcast. Puis j'avais vraiment une grosse résistance à ça, mais en même temps, je trouvais que, tu sais, quelque chose que j'avais réalisé depuis plusieurs mois, c'était on prend pas de place. Puis là, un de mes amis me donne une idée de faire cet exercice-là. Puis si je le fais pas, bien, comment je peux encourager d'autres à le faire si moi-même, je le fais pas? Donc en fin de compte, c'est ça. Puis en parlant de ça à Emmanuel, un de mes bons amis qui crée du contenu, qui est producteur, qui travaille aussi en cinéma puis en télévision, puis qui faisait rien lui non plus durant la première quarantaine, il me dit « Ah, ben je vais t'aider ». Donc, on a fini par faire un balado de 7 épisodes. Puis, si jamais vous décidez de l'écouter, je vous suggère vraiment de l'écouter en ordre parce que le dernier n'est pas vraiment représentatif de ce que c'est. Donc, le balado, en fait, c'est un espace où est-ce qu'on fait vraiment juste parler de vécu. Donc, on parle de nos sentiments. Emmanuel et moi, on avait fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui existait. Puis, en fait, moi, j'ai décidé de ne pas y aller dans une approche éducative. Je suis plutôt allée c'est-à-dire, je voulais pas faire un épisode sur tel sujet, un épisode sur tel sujet. J'avais vraiment juste envie qu'on partage beaucoup d'expériences. Puis, je trouvais que quand on parle d'émotions, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace pour parler de nos émotions, d'espace public où parler de nos émotions. Puis quand on en parle de façon très rationnelle ou académique. Donc, voici ce qui se passe, mais on ne les vit pas nécessairement, right? Je pense que comme tout le monde peut s'imaginer de quoi je parle, on se dit « Ah, ben je me sens comme ça, mais c'est à cause de ça. » Mais prends le temps de ressentir ta déception, prends le temps de ressentir ta colère, prends le temps de vraiment intégrer ces sentiments-là. Oui, c'est correct de savoir que tu vas être mieux demain, mais comme prends le temps d'être déçu. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais avec mon ami qui avait une grosse déception dans sa vie par rapport au travail. Puis il me raconte tout ce qui s'est passé, puis à la fin de son histoire, c'est « But you know, there's going to be better stuff, avoir d'autres opportunités, c'est pas grave. » Non. Je laisse finir, puis je dis « I get it, you'll be fine, but this is bullshit and this sucks. » Genre, il a vraiment fallu que je fasse comme « Non, sérieux, c'est pas... » Tu sais, « Let's go, like, let's feel this emotion. » Comme, acceptons qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour juste, comme, te changer les idées. But, like, this is fucking, like, shitty, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, c'était pas juste. C'est de la merde. Tu sais, laisse-toi être fâché. Comme je sais que tu vas être correct demain ou dans une semaine. Puis dans le fond, dans les conversations publiques aussi, où est-ce qu'on voit les émotions, il y a des réseaux sociaux, où est-ce que c'est juste quelques phrases, puis il y a la fiction. Puis dans la fiction, c'est-à-dire la télévision, les émissions, les films,
c'est très simplifié, hein, puis dans les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est simplifié simplement parce que c'est impossible de montrer la complexité de ce que l'être humain vit dans ces médiums-là. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de choisir des gens qui m'inspiraient, puis de vraiment faire des conversations des conversations qui sont nuancées, dans lesquelles on ne donne pas de réponse, qu'on ne dit pas, c'est pas genre ça c'est raciste ou non, ça c'est bien ou non. On ne parle jamais de ça, on parle vraiment de nos vécus, de comment on s'est senti, de comment. Puis après, en fait, on divague, hein, on part d'un sujet à l'autre, mais ça reste très proche de qui qu'on est. Chacun vraiment reste très proche de qui ils sont, puis moi, je reste très proche de qui je suis, puis c'est vraiment un échange. Puis, c'est ça, en fait, j'avais envie qu'il y ait un espace où on écoute des échanges, où on écoute les nuances, où c'était pas des raccourcis. Puis je réalise, c'est ça, qu'il y a beaucoup de raccourcis à comprendre nos émotions. Donc, un truc de 2 phrases sur Instagram. Puis tout d'un coup, c'est supposé régler mon problème, je suis supposée me sentir mieux. Puis en fait, c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis. Puis en fait, j'avais juste envie de créer quelque chose qui allait spécifiquement faire du bien à des personnes d'origine asiatique. Puis je réfléchissais à... moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de dépression. Puis j'ai fait de la thérapie. Quand j'étais dans le début vingtaine, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'aurait fait du bien, moi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, puis que je me sentais que je vivais des choses de façon très seule, puis que j'étais très déprimée, qu'est-ce qui m'aurait fait du bien, tu sais? Puis j'ai créé des conversations qui m'auraient fait du bien d'écouter. Puis je me suis toujours concentrée sur ça, en fait, parce que c'était ça mon objectif. Puis ça s'appelle Asiate imparfaite parce que j'avais envie justement de laisser de l'espace à ce que ce soit pas comme un tout parfait, tu sais, même dans la manière qu'on a market notre truc, tu sais, on s'est vraiment, tu sais, on a juste fait des choses qui nous plaisaient à faire sur le moment parce que j'avais pas envie que ce soit nécessairement un produit. Donc, même si on sait très bien, Manu puis moi, toutes les genres marketing strategies, whatever, on s'est fait un plan, puis on a fait ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai juste envie que le projet me fasse du bien. Puis, j'avais très peur à l'idée de faire le balado, puis de publier, que ce soit tout d'un coup des conversations qui deviennent publiques, parce que ça révèle quand même beaucoup de choses sur moi. Puis, mais en même temps, j'avais pas envie de me retenir dans les conversations que j'avais parce qu'après ça enlève vraiment toute l'authenticité. Puis ça limite l'autre personne aussi. Donc, ce qu'Emmanuel, mon co-créateur, me disait à chaque fois que j'avais peur, à chaque fois que j'avais un doute, c'était « We can stop anytime ». Il fait, même si, peu importe à quel point on est avancé dans le projet, même si on l'a annoncé à tout le monde, « We can stop ». Fait que concentrons-nous sur, on fait quelque chose qui nous fait du bien, on a des conversations qui nous font du bien, on implique des gens avec qui on s'amuse, comme tant que ça reste amusant, puis tant qu'on apprend, on continue à le faire parce qu'on fait rien d'autre anyway. C'était le temps de COVID, puis c'était super le fun. Donc à chaque étape, à chaque fois que j'avais peur, il me disait, like, we could just stop anytime. If you want to stop now, like, let's stop. Puis en fait, à chaque fois, j'étais comme, non, je suis correcte, je vais continuer, puis parce que c'est le fun. Puis là, on continue, puis à un moment donné, c'est comme ça qu'on a fini par publier le truc. Donc voilà. Donc c'est sorti, puis c'est les retours que j'ai eus, en fait, de gens, j'ai eu des retours de gens non asiatiques que j'avais aucune idée que je pensais pas qu'ils allaient écouter, en fait, des gens que je connais puis des gens que je connais pas. Puis j'ai eu des retours des gens des communautés asiatiques. Puis je vous dirais que pour les gens des communautés asiatiques, vraiment le retour, ça a été beaucoup que c'était... ça les a changés parce que justement, en fait, je pense que j'ai accompli ce que je voulais accomplir, c'était que les gens se sentent moins seuls.
puis de faire du bien à quelqu'un qui sentait peut-être une détresse que moi je ressentais quand j'étais plus jeune. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis tout d'un coup que toutes les choses sur lesquelles ils n'avaient pas nécessairement mis des mots, qu'ils ne comprenaient pas nécessairement, tu sais, en écoutant tout le monde, on peut aller chercher un peu d'informations de tout le monde, puis à un moment donné, on réussit à se retrouver dedans. Puis, par rapport aux gens non asiatiques, c'était en fait des personnes blanches qui m'ont envoyé des commentaires. Eux, ils ont été... J'ai reçu des commentaires que positifs de gens qui m'ont dit qu'ils ont été vraiment touchés, puis qui sont tellement comme beaucoup appris de choses qu'ils connaissaient pas, des vécus qu'ils connaissaient pas. Puis je pense que quand je suis sortie, bon, c'était beaucoup dans les nouvelles, les luttes antiracistes. En 2020, c'était un peu ça. Puis d'une certaine façon, moi, j'ai fait partie de ça. Puis je pense que la manière dont j'ai fait partie, c'était en permettant des gens de développer de l'empathie envers les communautés asiatiques. Puis de l'empathie, je pense pas que ça se développe en raccourci, tu sais. Puis des luttes antiracistes, ça se développe pas en raccourci non plus. Puis écouter cet épisode de gens qui racontent leurs histoires, tu sais, c'est pas un raccourci, justement, ça requiert quelqu'un qui veut faire l'effort, tu sais, qui veut se commettre à faire ce changement-là en elle. Donc, je pense que le balado est très universel, malgré le fait que je me suis fait dire qu'il était très niché par des gens qui publient, qui font des balados. Mais je trouve qu'il est aussi niché que, tu sais, d'écouter deux personnes parler, tu sais, de violence conjugale qu'on n'en a pas vécu. Tu sais, c'est d'apprendre sur des expériences humaines. Puis, ce qui vient à une expérience que j'ai vécue, dont je vais vous partager, mais j'ai jamais partagé ça nécessairement comme live avec des gens. Donc, bear with me. Parce qu'en fait, mon processus de gestion de douleur ou de comment chercher des outils pour gérer la douleur a commencé très jeune. Puis, un moment dans ma vie où il a vraiment fallu que je fasse face à ça, puis que j'utilise ces outils-là, c'était il y a 3 ans, en 2018. OK, je suis capable. En 2018, j'ai eu un événement qui était très traumatisant qui m'est arrivé. En fait, j'étais en couple avec quelqu'un qui a été diagnostiqué d'un cancer, puis il est décédé 4 mois après. Fait que je vais pas nécessairement parler de lui parce que c'est pas nécessairement la raison pourquoi je suis ici, mais je vais vous parler du fait que tout d'un coup, il fallait que moi, je gère beaucoup de douleur, puis que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas de place pour la vivre nécessairement, puis que les gens savent pas comment supporter quelqu'un qui passe à travers quelque chose comme ça. Donc, mon chum est décédé en juillet 2018. Je suis partie en France pendant 2 mois pour passer du temps avec ma famille, sa famille, puis des amis. Puis, à un moment donné, je savais aussi qu'il fallait que je retourne à mon quotidien. Puis retourner dans son quotidien après avoir vécu quelque chose comme ça. Puis, si vous ne l'avez pas encore déjà vécu, c'est quelque chose que tout le monde ici va vivre dans sa vie, malheureusement. Puis, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'on n'apprend pas comment vivre ça. On n'a pas d'exemple de comment vivre ça, sauf à la télé. Où est-ce que, tu sais, clairement, c'est pas la réalité. C'est très simplifié, puis c'est très... La personne est triste, reste sur son lit, pleure, puis après, tombe en amour, puis tu sais... C'est très simplifié, donc après ça, on n'a pas d'exemple, tu sais, sur comment vivre nos émotions en communauté, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Puis, moi, mon quotidien, c'est le cinéma. C'est d'être travailleur autonome, de travailler avec plusieurs gens, des centaines de personnes par année, puis beaucoup de ces centaines de personnes-là, je m'entends très bien avec eux quand on se voit, on est content de se voir, mais ça se peut qu'on se voit 2 ans après. Puis, si vous avez déjà été en vacances, en arrêt de travail, qu'est-ce qu'on fait quand on retourne au travail? Tu sais, les gens vous demandent « Ah, comment ça va? Qu'est-ce que tu t'as fait dans la dernière année? C'était comment? » Ou même si vous avez déjà vécu un deuil puis que vous êtes retourné au travail, les gens, la première semaine, c'est des gens qui vont être maladroits. Mais moi, je me disais, ben
quoi, j'ai passé à travers ça pendant 2 ans. Des gens qui sont maladroits, c'est des gens qui me rappellent ce que j'ai vécu, qui me demandent est-ce que tu es encore avec telle personne, comment c'était ton année, je suis désolée pour qu'est-ce qui se fait. Je me disais comment je peux faire pour comme. Fait que, puis ça me causait beaucoup d'anxiété. Puis je suis pas quelqu'un qui est très anxieuse dans la vie. Je suis connue pour être très calme dans des situations très stressantes. Puis on en a beaucoup aussi en cinéma. Donc, puis je suis comme ça depuis que je suis quand même assez jeune. Là, genre que les gens me disent que je suis très zen, ou que j'ai l'air en fait très zen. Donc, je suis pas quelqu'un qui est anxieuse, mais je ressentais beaucoup d'anxiété par rapport à mon retour à ma vie de tous les jours. Donc, je parlais au téléphone avec un de mes amis qui travaille dans le domaine quand j'étais en France, puis il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait t'aider à pas te sentir comme ça? » Puis j'ai fait « Bien, j'aimerais que tu envoies un courriel à tous les gens que tu connais, genre dans le domaine. Je m'en fous s'ils me connaissent ou non, mais je veux que tu envoies un courriel à tout le monde pour dire il y a une décoratrice qui s'appelle Laura Nem, elle a passé à travers ça, elle a pas envie de recevoir de condoléances. Mais sachez, juste faites attention de ne pas lui poser certaines questions, puis comme soyez fait avec elle. » J'ai pas vu le courriel, mais c'est ce que mon ami a fait. Il a envoyé un courriel à des centaines de personnes pour. J'ai pas lu le courriel, je l'ai pas vu. J'ai dit je te fais confiance, j'ai pas envie de le lire. Puis j'ai croisé un collègue qui m'a dit « Ah oui, je l'ai reçu, en gros, ça disait « Don't be an asshole ». Puis, donc lui, il a fait ça. Puis ensuite, moi, je suis revenue chez moi à Montréal, puis aussi, tout d'un coup, je faisais... Excuse-moi, j'ai touché mon micro. Tout d'un coup, je devais aussi faire face à mes amis, Puis mes amis, je les aime beaucoup, mais je sais très bien qu'ils ne savent pas nécessairement quoi faire pour me supporter, tu sais, quoi faire, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai fait un post Facebook. Puis, sur le post Facebook que j'ai supprimé, en fait, récemment, j'ai écrit « Allô, mon chum a eu le cancer cette année, il est décédé, il n'y a pas mille façons de dire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider à aller mieux, puis je sais que vous ne savez pas nécessairement comment, puis je sais que tout le monde préfère, tout le monde est différent, tout le monde a besoin de différentes choses, donc voici les do's and don'ts. Donc, les 12. J'aimerais que vous continuiez à m'inviter. Ça se peut que je ne réponde pas pendant 1 an, 2 ans, mais j'aimerais quand même que vous m'invitiez parce que ça va me faire du bien, puis ça se peut qu'à un moment donné, I just show up. 12. Envoyez-moi des photos de vos animaux, de vos enfants. Ça, j'aime ça. Donc, j'ai pas envie de recevoir vos condoléances, ça m'amène trop à ma peine, puis j'ai comme pas envie d'être surpris par ça. Donc, j'avais une petite liste que j'ai mise sur Facebook. Puis pour ceux... sur Facebook, en fait, les gens ne connaissent pas vraiment ma vie sur Facebook. Ils ne savent pas si je suis partie en vacances, ils ne savent pas si je suis en couple, ils ne savent pas je travaille sur quoi, tu sais. Puis comme tout d'un coup, les gens voient ce post-là sur Facebook qui est en fait extrêmement personnel. Puis la raison pourquoi je l'ai fait, c'est que je me suis dit, ben comment est-ce que je peux faire pour recevoir ce que j'ai de besoin en ce moment? Comment est-ce que je peux faire pour que mes amis, how can they succeed in helping me? Puis, parce que je sais qu'en ce moment, ils ne savent pas quoi faire. Fait que dans le fond, j'ai communiqué ce que j'avais de besoin. Puis, je sais que ça a fait qu'il y a au moins une 50aine de situations vraiment comme awkward pour moi ou blessantes pour moi qui n'est pas arrivée parce que j'ai fait ça. Puis, parce que j'ai communiqué que j'avais une grande peine puis que j'avais besoin de support, puis j'ai dit c'était quoi le support que j'avais besoin. Puis, c'est ça, je dirais que, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'ai jamais reçu un courriel comme ça. J'ai jamais vu un post Facebook comme ça.
je vois des posts Facebook ou d'Instagram qui parlent de douleur, qui parlent de deuil, mais tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Voici ce que j'ai besoin. Voici comment vous pouvez m'aider. » Puis, c'est... Donc, d'une façon, c'est ça, c'est une façon, en fait, creative, for Creative Mornings, d'aller chercher ce que j'ai besoin. Parce que j'ai aussi... Puis malgré ça, je veux dire, j'ai quand même fait face à beaucoup de situations qui étaient comme un peu awkward, ou genre des gens qui sont... Tu sais, puis qu'est-ce que je comprends, que j'ai appris avec ma psychologue, qu'à un moment donné, j'étais fâchée contre un de mes amis. Elle me dit, ma psychologue m'a dit, tu sais, Laura, dis-toi que ce que les gens te disent, c'est aussi comment eux se parlent quand ils vont pas bien. So, like, the fucked up thing that your friend said to you, tu sais, c'est comme ça qu'ils traitent leurs émotions. Puis ce qui est vraiment triste, en fait, tu sais, de se dire... donc, c'est ça, en fait, on n'a pas assez d'informations pour supporter quelqu'un, puis même pour se supporter nous-mêmes. Puis c'est ça. Puis dans le fond, quand on parle de deuil, tu sais, je pense que les gens... c'est quoi qu'on sait sur le deuil? C'est quoi que la plupart des gens qui n'ont jamais vécu de deuil connaissent? Ils connaissent les étapes du deuil, qui est quelque chose qui a été inventé dans les années 60, qui est comme pas vrai, en fait, mais les gens aiment les raccourcis. Tu sais, les gens aiment... Donc après ça, tu sais, quelqu'un qui va venir me dire « Est-ce que tu as accepté? » Mais j'ai accepté quoi? Tu sais, la personne est morte. Qu'est-ce que tu veux que j'accepte plus que ça? Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, puis, fait que pour les gens qui vont dire des genres de phrases, des quotes qui sortent d'un... Tu sais, genre, je sais pas, là, des quotes moches comme... j'en ai en tête en ce moment, comme « Let go of things you can't control ». C'est comme non, parce que la vie, tu peux pas la contrôler. Comme tu peux pas être affecté par des choses que tu contrôles pas. Tu serais juste pas affecté par rien dans la vie, tu sais. Tu contrôles pas comment tes amis agissent, tu contrôles pas. Tu peux juste vivre tes émotions, tu sais, puis essayer de les gérer, essayer de les communiquer, puis essayer de donner une chance à ceux que t'aimes d'être mieux après ça, tu sais, quand ils te blessent, puis de... Fait que dans le fond... En 2020 aussi, la même année où j'ai écrit le poème que je vous ai lu au début, la même année où j'ai fait le podcast, j'ai écrit un texte qui s'appelle How to Help a Friend in Devastating Times. Puis dans le texte, qui est un texte qui prend peut-être 5 minutes à lire, plus ou moins, dans le texte, justement, je donne des pistes de quoi faire pour votre ami ou pour les gens que vous aimez qui vont passer à travers des choses comme ça, des choses traumatisantes. Puis on parle vraiment de choses traumatisantes, envahissantes, des douleurs qui sont envahissantes. Donc, par exemple, ça va donner des trucs comme quoi, je sais pas, comme les phrases comme If there's something I can do, let me know. Honnêtement, c'est apprécié, oui, mais ça veut rien dire. Puis ça donne une charge à l'autre personne de comme figure out what they need. Donc, je donne des alternatives à ça. Genre, hey, comme je t'ai fait la bouffe, je viens te le porter tel jour, j'ai appelé ta sœur, je connais tes allergies, t'inquiète, si tu as des demandes spéciales, dis-moi-le. Tu sais, ou... je sais pas, de continuer à inviter la personne à des événements, de ne pas s'attendre à ce qu'elle vienne, mais... Puis moi, il y a des personnes avec qui sont pas dans mon entourage rapproché, mais peut-être le 2e, 3e cercle, des gens que j'aime beaucoup, qui ont continué à m'inviter, puis que j'ai seulement repris contact avec eux 2 ans plus tard. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, ils ont continué à m'inviter à des trucs sans que je leur réponde. Mais à chaque fois qu'ils m'invitaient, ça me disait... Comme, on te laisse un espace pour arriver comme t'es, puis je t'aime encore, puis je pense encore à toi. Puis ça fait du bien. Donc, même qu'on pense qu'on n'a rien à offrir à quelqu'un, parce que c'est peut-être l'ami d'un ami qu'on croise 1 fois par année, ou 2 fois par année, ou, tu sais, quelqu'un qu'on croise à cause des événements au travail. Tu sais, je sais pas, comme toi, tu es en concertation, puis il y a souvent des gens dans les milieux que tu croises. Il y a des gens avec qui on clique
rapidement, puis on en a toutes de ces personnes-là. Puis quand ils vont pas bien, on a quand même envie d'offrir un support. Donc mon texte donne des trucs comme ça. À la place de dire ah, qu'est-ce que tu as envie de faire demain qu'on va se voir, de suggérer quelque chose à faire, tu sais. Dire I'm showing up with food and let's watch a movie. Like, how do you feel about that? Comme ça, après, la personne peut juste dire oui, non, je sais pas, mais au moins, elle n'a pas le stress de, comme tout d'un coup, genre réfléchir, parce que quand on parle d'un événement comme ça qui est dévastateur, la personne n'a pas l'énergie, tu sais, de gérer quoi que ce soit. Puis je me rappelle que moi, qui est connue comme étant très laid back, easy going, je n'étais pas capable non plus de gérer quelqu'un qui me dit, un ami qui me dit avec qui je suis posée voir, disons, aujourd'hui, puis qui me dit ça se peut que je sorte de la job à 3h30, mais ça se peut que c'est aussi à 5h. Je n'étais pas capable de gérer cette incertitude-là. J'avais vraiment besoin que tu me dises à quelle heure qu'on allait se voir. J'avais besoin que, comme, you show up on time. Tu sais, ça, c'était trop pour moi de gérer. Fait que, dans le fond, j'ai écrit ce texte-là en 2020 aussi. Donc, c'est un texte qui est très personnel à moi, mais que je pense qui laisse beaucoup de place à l'ajustement. Puis, Diana a remarqué, dans le fond, que quand j'ai fait mon balado, mon besoin de faire le balado, le produit du balado, c'était qu'est-ce qui m'aurait fait du bien quand j'avais 16-17 ans. Puis quand j'ai écrit mon texte, c'était qu'est-ce qui m'aurait fait du bien ou qui me ferait encore du bien maintenant, tu sais, Fait que, dans le fond, c'est ça que j'ai écrit. Puis je vous conseille de lire, puis de l'envoyer à des amis, puis même que j'ai écrit à la fin que vous pouvez même l'envoyer à du monde qui passe à travers des choses difficiles pour les aider juste à mettre des mots sur ce qu'ils ont besoin. Puis je pense aussi que c'est ce que j'ai fait avec la balado. J'ai aidé des gens qui n'étaient pas nécessairement prêts à parler ou qui n'étaient pas nécessairement capables à mettre des mots sur des choses qu'ils ressentaient. Donc voilà la fin de ma présentation. Je ne sais pas comment clore. Donc voilà, dans le fond, OK, on va revenir au thème d'invisible. Qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible? Donc je trouve que qu'est-ce qui est invisible? Oui, j'ai brièvement parlé des communautés asiatiques, mais qu'est-ce en fait qui est invisible? C'est beaucoup, on n'a pas de place où vivre nos émotions. Puis, en fait, qu'est-ce que j'ai envie, c'est qu'on se laisse plus de place où les vivre, plus de place publique, plus de place où est-ce qu'on laisse les gens nous aider, même si c'est parce qu'en ce moment, où est-ce qu'on vit nos émotions, c'est dans notre petit entourage proche. On en voit à la télé, je les vis avec ma psychologue, on les vit dans des groupes de sport, mais on les vit pas en communauté, hein, on les vit pas de façon publique. De façon publique, c'est juste des réseaux sociaux puis de la fiction. Donc, j'ai vraiment envie de laisser, de rendre visible tout ce côté-là de l'être humain. Puis je pense que, je sais que moi, ça me fait beaucoup de bien. Puis je sais que toutes les fois où j'ai amené mes émotions au travail, puis ça, je l'ai fait pour vrai, j'ai pleuré avec des étrangers, tu sais, des gens que je venais de rencontrer la semaine avant. Puis ma psychologue, elle me dit, tu sais, tout le monde sait c'est quoi pas bien aller. Puis si tu crées un malaise, bon, il va être mal à l'aise pendant 10 minutes, puis après, c'est pas grave, tu sais, continue en journée. Puis donc, ça m'a vraiment fait du bien de juste laisser mes émotions couler, puis créer des espaces où est-ce que je pouvais les exprimer. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que moi, en amenant mes émotions quelque part, ça donnait de la place aux autres pour vivre les leurs. Puis ça créait un espace, justement, où est-ce que, dans le département artistique, dans mon département, justement, tout le monde avait le droit de dire « Ah, je ne vais pas bien aujourd'hui. » Mais on faisait notre job pareil, tu sais. Puis aussi, je sais que le texte que j'ai mis sur Facebook, que ça a permis à des gens de m'aider. Donc, quand je travaillais avec des nouvelles personnes, des gens de mon département qui me connaissaient, je sais qu'il y en a qui ont fait des screenshots de ce que j'ai écrit sur Facebook, qui l'ont envoyé aux autres gens de mon équipe. Donc, en fin de compte, je savais que tout le monde était là était dispo pour prendre soin de moi, puis il y avait au moins l'information pour savoir comment prendre soin de moi. Puis ça fait énormément de bien. Puis je trouve que c'est une ressource qu'on utilise en fin de compte pas assez. Puis
Puis donc, j'espère que c'est ça, que je vous inspire, que je vous encourage un peu à faire ça, à comme créer ces espaces-là là, dans votre vie de tous les jours, en fait. C'est ça. Avez-vous des questions?